Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission 100% marché. Je commence par vous souhaiter à tous une excellente année, je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour le moment. Aujourd'hui, Denis Lantoine, rédacteur en chef numérique chez Investir, et Laurent Albi, président de la FAT, m'accompagneront. Et ensemble, nous décrypterons l'actualité économique et boursière avec, comme d'habitude, un bilan de la semaine, cette fois-ci tourné vers les indices français et américains. Nous ferons le point sur les performances positives et négatives de la semaine et notre focus se fera sur les rendez-vous du premier trimestre. Laurent, lui, nous fera part évidemment de ses analyses et de sa sélection de produits de bourse. Nous allons commencer par notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Denis, les indices français et américains sont plutôt en forme en début d'année, malgré une séance baissière hier. Oh oui, un peu plus en forme que moi, parce que moi je commence l'année avec un petit rhume, ça s'entend, donc désolé. Mais un CAC 40 qui effectivement a bien mieux commencé l'année. D'ailleurs c'est très différent de ce qu'on a connu l'année dernière, puisque l'année dernière, souvenez-vous, dès la première séance, on avait commencé à baisser sur le CAC 40. On avait connu un début d'année qui était catastrophique, et notamment une première semaine avec 5 séances dans le rouge quasiment. Là c'est tout à fait l'inverse, puisqu'on a connu donc 5 séances dans le vert, 5 séances de hausse consécutives. C'est pas très important non plus. Au final, sur la semaine, on gagne au moins de 1%, 0,98, mais au moins c'est toujours ça. Et puis les volumes ont quand même été faibles. Donc pour l'instant, effectivement, un bon début d'année, mais ça demande naturellement à être confirmé. Alors on va juste regarder, on s'amusait en tout cas à regarder nous un petit peu les chiffres depuis la création du CAC 40. C'était fin 87, donc début 88 pour la première année pleine. Alors on a regardé, quand les 5 premières séances d'une année sont en hausse, il y a plus d'une chance sur 2 pour que l'année se termine dans le vert. Donc ça, c'est bon signe pour le CAC 40, en tout cas pour 2017. Mais attention, parce que si les 5 premiers jours sont aussi une semaine pleine, c'est-à-dire si on commence du lundi au vendredi, là ça s'inverse. Figurez-vous qu'en fait normalement il y a un retournement durant l'année et à 60%, 59% de chance exactement, en tout cas on termine normalement en territoire négatif. Alors ça c'est juste les chiffres, naturellement on l'a bien vu l'année dernière, 2016 était tellement atypique et 2017 pourrait tellement l'être encore qu'on ne va pas se fier simplement à ces quelques chiffres, mais c'est toujours amusant en tout cas de regarder dans l'histoire du CAC 40 pour en tirer d'éventuelles conclusions. D'accord. Laurent, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie de Denis? Alors, je vais laisser la théorie de Denis de côté, non pas qu'elle soit mauvaise, mais je ne sais pas si elle aura beaucoup d'effets pour cette année. Bon, évidemment, le CAC, il est dans une dynamique positive, mais il patine. On le voit bien depuis maintenant quelques jours. Regardez, je vais zoomer un petit peu mon écran. Non, c'est pas ça. Je vais zoomer un petit peu pour voir si vous voyez mieux ce qui se passe. Non, visiblement, on ne voit pas mieux. Basculer sur... Ok, alors... En substance, on a un CAC 40 qui a, dans un premier temps, début décembre, accéléré de manière très très significative. Et puis, on voit maintenant qu'il est en attente. Et il n'y a toujours pas de pression vendeuse qui se manifeste sur l'indice. Mais on voit bien qu'il y a, Denis le soulignait, il n'y a pas beaucoup de volume. On a des opérateurs qui sont un petit peu en retrait. Est-ce qu'ils attendent l'investiture de Donald Trump pour reprendre leurs affaires ou est-ce qu'ils attendent autre chose? En tout cas, on voit bien qu'on consolide, on temporise, on reprend son souffle parce que le CAC 40, pendant ce mois de décembre, est allé très vite, très haut et que quand les marchés sont un petit peu dans cet état de surchauffe, il y a par la suite parfois des phases où on attend un petit peu pour repartir ensuite. Alors, le seuil clé sur le CAC 40 à très court terme, c'est ce niveau ici, à 4800, 4818, vous la voyez, cette petite zone de support, c'est celle qui a supporté donc les cours pendant qu'ils consolidaient. On est reparti à la hausse et puis maintenant, vous le voyez, ça fait 4-5 séances qu'on fait plus grand chose. Alors la dynamique, elle est en pause, mais elle n'est pas inversée. Idéalement, ce qui serait très intéressant, c'est de voir le CAC 40 rebaisser un petit peu autour de cette zone à 4800, 4818 pour se remettre à l'achat. Et donc, j'ai choisi un produit de bourse qui correspond à cette stratégie, donc positionné à la hausse, avec une barrière désactivante qui, vous le voyez, est sous ce niveau de support ici à 4746, une barrière désactivante qui est en dessous, donc vous voyez très
très éloigné des prix. Si on revenait effectivement sur cette zone de prix, eh bien, la dynamique haussière serait immédiate, on va dire, serait terminée. On rentrerait dans une phase de consolidation plus compliquée qui pourrait déboucher par la suite à une nouvelle hausse. Mais disons que la dynamique immédiate serait remise en question. Voilà, donc en substance, un CAC qui est haussier, qui patine, qui pourrait se replier un petit peu. Si c'était le cas, ça pourrait fournir une opportunité intéressante pour repasser acheteur. Et donc le turbo call en question, c'est le PU83B pour justement se mettre sur cet axe haussier. Merci Laurent. Alors oui, effectivement, un turbo call PU83B sur le CAC 40 avec une barrière désactivante à 4730, ce qui lui donne un effet de levier important puisqu'il est proche des 25. Ce produit pouvait être acheté ce matin à 1,67 € lorsque le CAC 40 cotait autour de 9h30 4882,67 €. J'en profite pour vous rappeler qu'il est important de se former aux produits de bourse avant d'investir et même pour les plus avertis d'entre vous, se replonger dans les fiches techniques et les vidéos de formation que nous mettons à disposition sur notre site. Il est important donc, de ne pas être trop outrecuidant et de rester formé. Denis, ces indices américains donc, en grande forme. Bah oui, la suite, hein, donc nouveau record à New York, tout du moins jusqu'à vendredi soir où le Dow Jones a frôlé cette fois pour même pas un point, ce fameux seuil des 20 000 points. Dieu sait qu'on l'a surveillé, même moi qui étais en vacances, mais j'ai surveillé, bah, c'est raté encore une fois. Une tendance quand même qui a été portée par des bons chiffres de l'emploi une nouvelle fois rassurants qui ont été publiés vendredi en début d'après-midi, vous avez pu le suivre, c'était pour le mois de décembre. En revanche, nouveau record du Nasdaq hein, hier, donc ça effectivement, on a un Nasdaq qui a encore plus profité en tout cas de la bonne tenue d'Apple que les autres indices dont on parlait un petit peu moins au cours des dernières séances. En tout cas, lui, hier, s'est démarqué par rapport au S&P et par rapport au Dow Jones. Alors attention quand même, là effectivement, encore beaucoup d'attentisme aux États-Unis. Laurent le soulignait tout à l'heure, très certainement avant l'investiture, donc l'entrée à la Maison-Blanche effective de Donald Trump, mais peut-être aussi conférence de presse. Demain, c'est la première de la part du président élu, donc mercredi à suivre cette première conférence de presse. Attentisme également avant cette saison de résultats trimestriels qui va débuter avec les banques vendredi, on le verra tout à l'heure, et dont on attend quand même une progression assez ambitieuse de plus de 6% des profits des entreprises du S&P 500 sur le trimestre. Merci Denis. Donc, Laurent, il me semble que vous avez choisi justement de nous parler du Nasdaq 100. Effectivement, j'ai choisi le Nasdaq 100. Alors, bon, premier point, hein, tous les indices américains sont forts. Même le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations, est fort. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que cet élan protectionniste, s'il est mis en œuvre effectivement par Donald Trump, va profiter aux valeurs domestiques. Et puis le deuxième point, c'est le fait qu'on a des investisseurs qui n'hésitent pas à privilégier les petites capitalisations. Il faut rappeler qu'elles ne payent pas de dividendes, que ce sont des valeurs de croissance et que par conséquent le risque est plus élevé sur ces valeurs. Et quand on a un Russell 2000 qui performe très bien, eh bien ça donne une indication positive sur la santé du marché. Donc Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, tous tutoient leur plus haut historique ou en inscrivent de nouveau, donc des indices américains qui sont très forts. Alors le Nasdaq 100, lui, je l'ai retenu cette semaine parce qu'il a fait une figure extrêmement intéressante. Regardez, juillet, c'est le point d'inflexion et la reprise de la hausse qui s'est prolongée jusqu'au mois d'août. Et puis après, toute la deuxième partie d'année sur le Nasdaq, on a fait du surplace à l'intérieur d'un intervalle de prix somme toute assez restreint. Et puis, il y a eu une première tentative de sortie. Regardez cette tentative, elle s'est faite mais à la marge, parce qu'une fois que la résistance a été franchie, il n'y a pas eu vraiment d'accélération derrière. Et puis on a fait un pullback, on a cassé la résistance, on a réintégré la zone de consolidation et tout de suite derrière, c'est vraiment le jour d'après, on est reparti à la hausse. Et quelle hausse, regardez, on n'a aucune correction, ça fait maintenant plus de 5 jours que le Nasdaq est en ligne droite et qu'il progresse, autrement dit, et qu'il met également un nouveau sommet historique en place. Donc c'est un indice qui est fort, c'est un indice qui a du potentiel haussier après avoir consolidé latéralement pendant toute cette période. Donc par conséquent, on envisage pour l'indice
qui est composé à forte majorité de grosses capitalisations technologiques, la poursuite de la hausse. Alors je le répète, les hausses en bourse ne sont pas des lignes droites, c'est une alternance, une succession d'impulsions et de corrections. Donc, il va y avoir forcément des corrections sur le Nasdaq, mais en principe, ce marché pour les prochaines semaines devrait rester bien orienté, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un turbo infini best call avec une barrière désactivante, regardez, très très loin, ça nous met vraiment à l'abri de toute mauvaise surprise sous la borne basse de la figure de consolidation. Autrement dit, on devrait logiquement bien profiter de ce produit et l'accompagner dans la hausse avec donc un turbo infini best call de code PL92B. Alors, comme l'a dit Laurent, un turbo infini best call qui vous permet de profiter d'une hausse du Nasdaq. Donc, ce turbo infini best call de code PL92B a donc sa barrière désactivante à 4534,747 points, ce qui lui confère un levier de 9,60, donc plus bas que le levier du produit sur le CAC. Ce produit était mis à disposition donc pour l'achat à 4,91 € ce matin, lorsque le Nasdaq cotait 5024,11 points. Pour clôturer ce bilan de la semaine, Denis, un dernier mot sur le pétrole. Oui, tout simplement parce qu'on a l'habitude d'en parler, mais comme un élément influençant donc régulièrement la tendance des marchés d'actions, cette fois-ci, j'ai choisi de vous en parler pour montrer qu'il ne s'est rien passé cette semaine. Donc quasiment rien, donc un petit... Pour ça, voilà qu'il y a une petite croix rouge, parce qu'elle n'a pas eu assez peu d'influence finalement cette semaine, mais en tout cas beaucoup d'influence d'un point de vue hebdomadaire. Parce s'il est intéressant d'en parler, c'est quand même pour cette séance de mardi dernier, en fait, on a connu une forte volatilité, une poussée d'abord en fait à 58 $ le baril de Brent, avant qu'on redescende finalement à 55 $ en fait en fin de journée. Donc 3 $ dans la journée, c'est quand même beaucoup, surtout en fait quand on n'est pas en ligne droite, comme vous le disiez, comme vous le dites régulièrement, Laurent. D'abord une poussée, puis après une redescente sous les cours de la veille, tout simplement parce qu'il y a eu des informations contradictoires, toujours en fait à propos de l'accord de l'OPEP, de la production de certains pays, qu'ils soient producteurs au sein de l'OPEP ou à l'extérieur de l'OPEP. C'est là en fait où on se rend compte que dès qu'il y a une petite information, selon qu'un émirat ait décidé de réduire un peu plus sa production de prévu, ou qu'une production mensuelle soit un peu plus élevée que prévu, on se rend compte que ça a toujours en fait une influence sur le pétrole. Donc attention, ne mettons pas le pétrole de côté, même si pour l'instant on a peut-être tendance à en parler un petit peu moins. Le pétrole, on en reparlera, c'est sûr, cette année. Juste un mot pour rebondir sur ce que dit Denis la semaine dernière. On a regardé le pétrole ensemble. On avait dit ensemble qu'il avait une structure qui était poussive. Ça se confirme, c'est poussif. Il va falloir attendre un petit peu sur le pétrole que les choses se décantent et qu'on ait à nouveau une lecture claire pour savoir effectivement ce qu'il convient de faire. On rappelle juste très rapidement qu'il est quand même dans une configuration qui est favorable puisqu'il avait franchi un niveau de résistance important. Il a du mal à accélérer après ce franchissement, mais on va attendre peut-être la semaine prochaine pour voir à nouveau des opportunités sur le pétrole. Donc voilà, en stand-by cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, on vous reparle du pétrole la semaine prochaine. On vous reparle du pétrole très bientôt. Donc nous en avons fini avec le bilan de la semaine. Nous allons pouvoir continuer l'émission en enchaînant avec notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors, Denis, quels ont été les tops de la semaine? Un beau top, plus 15% avec Trigano, ces fabricants de camping-cars qui publiaient donc la semaine dernière son chiffre d'affaires du premier trimestre, un titre qui était très surveillé, on en avait déjà parlé, puisqu'il était au plus haut historique, mais le groupe n'a pas déçu, bien au contraire. Il a aussi annoncé le rachat pertinent d'un concurrent slovène qui réalise 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien, en tout cas ce sont deux nouvelles qui ont été appréciées avec une envolée de 15% de l'action en 5 jours. Accor, deuxième top de la semaine, c'est essentiellement d'une recommandation d'analyse pardon, avec HSBC donc, qui se montre beaucoup plus favorable en étant désormais à l'achat sur le groupe d'hôtellerie pour viser 41 € contre 38 € auparavant. Et puis Maison du Monde, c'est même encore un peu plus 9%. Alors pourquoi j'ai choisi cette action Maison du Monde, c'est bien la première fois qu'on en parle, c'est parce qu'elle est entrée au SRD, effectivement, donc dans le cadre du dernier échange, en tout cas de la part de Ronext.
Alors Maison du Monde, pourquoi elle est rentrée dans ce clan un petit peu plus fermé en tout cas des valeurs dont il est possible en tout cas de pouvoir jouer le levier à la hausse. C'est un organisateur de voyages spécialisé pour ceux qui vont peut-être éventuellement déjà utilisé leur service. Et donc c'est une société qui elle aussi est au plus haut historique. Donc je pense qu'on va continuer à en parler, d'autant que c'est assez rare pour une entreprise du secteur du tourisme actuellement. Belle valeur, Maison du Monde, et on en continuera à en parler. Donc certaines sociétés progressent, d'autres malheureusement chutent. Oui. Quels ont été les flops de cette semaine? C'est ce qu'on appelle les flops chez nous, effectivement. Ubisoft, moins 8%, avec des doutes sur l'atteinte des objectifs financiers donc de l'éditeur de logiciels, compte tenu de succès pour l'instant assez fluctuant de certains jeux. Et puis, a priori, de l'échec d'un produit dérivé. C'était le premier film lancé par Ubisoft. Ils n'attendaient pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, l'effet notoriété n'est pas bon. C'est sur le jeu Assassin's Creed. Je ne suis pas allé le voir d'ailleurs, donc c'est moins 8% sur la semaine pour Ubisoft. Non plus. Vous, Laurent? Non. On comprend l'échec, donc pour l'instant, Voilà. On en parle la semaine prochaine. C'est parce On va d'abord le nous voir ce sommes pas week-end allés. et on vous dira. Veolia Environnement, donc deuxième flop de la semaine. Rien ne va plus. Souvenez-vous, c'était déjà la deuxième plus grosse contre-performance de l'année dernière en bourse au sein du CAC 40 2016 et qui perd encore plus de 3% cette semaine. Déjà, toujours pas d'avis. Si on veut regarder un petit peu le moment du déclic, peut-être sur Veolia, hormis s'il y a un support technique, ce que nous dira peut-être Laurent tout à l'heure, c'est tout simplement qu'il n'y a toujours pas de déclic au niveau des analystes. Les 3 dernières recommandations sont à neutre. Donc si c'est à neutre, il n'y a aucune raison, en tout cas pour l'instant, qu'il y ait le déclic à la hausse. Voilà pourquoi c'est un mauvais début d'année pour Veolia, mauvais début d'année aussi pour Essilor, mais dans une moindre mesure, moins 1%. Souvenez-vous, c'était aussi une déception de 2016, après quelques alertes sur la croissance et même sur les marges. C'est vraiment pas dans les habitudes d'Essilor, en tout cas ce genre d'alerte. On appelle ça un trou d'air en bourse, c'est une des valeurs qu'on aime bien, nous en tout cas, donc qui pourrait certainement réserver des bonnes surprises cette année. On a plus confiance en Essilor qu'en Veolia. Merci beaucoup. Donc, quelle surprise peut nous réserver Essilor? Laurent? Eh bien, moi aussi, j'aime bien Essilor. Je suis comme Denis. C'est un flop, mais je trouve que techniquement, il y a des choses très intéressantes sur le titre. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, vous le voyez, Essilor, depuis le mois d'août, est en baisse. Le titre s'est changé au-dessus des 120 €, 125 je crois. Il a baissé assez fortement, jusqu'à 95 €. Première observation, regardez ce gap baissier qui vient solder la baisse. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un gap d'épuisement. Et tout de suite derrière, vous voyez qu'il a été comblé et le marché est reparti. Premier élément. Deuxième élément important, le dernier sommet dans la baisse. Quand on a une baisse, qu'est-ce qu'on a? On a des creux et des sommets qui sont descendants. Et quand on a le dernier sommet descendant qui est franchi, on est potentiellement sur une tendance qui est en train de redevenir neutre, voire haussière. Eh bien regardez, on a ce dernier sommet dans la baisse au-dessous de 105 € qui a été franchi. Autrement dit, la dynamique de baisse est bel et bien derrière nous. Troisième élément, plus anecdotique, c'est cette moyenne mobile à 50 périodes, c'est-à-dire 2 mois et demi de cotation, qui était baissière, qui non seulement a été franchie, mais qui est en train de se retourner. Autrement dit, Essilor a peut-être mis en place, il faut toujours être très prudent, un creux de court terme, voire peut-être plus de moyen terme, et on a peut-être un rebond qui est en train de s'amorcer, voire plus. En tout cas, on a des acheteurs qui reviennent clairement sur le marché et qui devraient continuer de soutenir le titre. Et c'est la raison, vous l'avez deviné, pour laquelle j'ai choisi un Varan Call, alors avec un prix d'exercice très éloigné, ça veut dire que le prix du Varan est peu onéreux. Ce qui nous intéresse, le prix d'exercice, vous voyez, c'est sur ce niveau, au-dessus ou à 120 €. On est maintenant juste au-dessus de 105. Le titre a fait un petit pullback, il corrige, vous voyez, la dernière partie de cette impulsion haussière, mais tant qu'on est au-dessus de cette zone à 102 €, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Essilor devrait bien performer pour les semaines qui arrivent, et par conséquent, ce Varan Call nous paraît approprié. Un Varan Call OW24B de maturité juin 2017 et de prix d'exercice 120. Donc son levier se trouve autour de 9 et il pouvait être effectivement acheté au prix unitaire de 24 centimes ce matin lorsque
l'action cotait 105,255 aux alentours de 9h30. Nous en avons fini avec ces tops et ces flops et nous allons pouvoir enchaîner sur notre prochaine rubrique, le focus. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, ce focus se fera sur les grands rendez-vous donc, du premier trimestre 2017. Et Denis, quels sont-ils ? Oui, effectivement, on va prendre un petit peu la suite de ce qui avait été fait dans l'émission précédente. C'était donc avec vous, Laurent, mais avec Falco et Rémi, où vous aviez effectivement dressé un petit peu ce qui nous attendait pour 2017. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec ce premier trimestre. Donc, et quels sont les grands rendez-vous qui pourraient donc avoir un impact sur la tendance au cours des 3 prochains mois. Alors, naturellement, on va retrouver des thématiques qu'on avait connues en 2016. Ce sera notamment la thématique de la politique monétaire et donc des réunions des banques centrales. Et puis après, on aura pas mal de rendez-vous politiques. Alors, politique, parce qu'effectivement, quand on se rend compte l'impact, en tout cas, qu'on aurait pu avoir certains des rendez-vous politiques de 2016, Dieu sait qu'on va les regarder de près cette année, en 2017, sur les marchés. Alors, quand on regarde effectivement le premier grand point, la politique monétaire, réunion de la BCE, ce seront le 19 janvier et le 9 mars. A priori, ce n'est pas forcément là que viendra la surprise. Rien à attendre de particulier de la part de Mario Draghi globalement, puisque la trame a été donnée dès le mois de décembre pour le premier semestre 2017. En revanche, nouvelle hausse de taux anticipée donc aux États-Unis du côté de la Fed. Selon les anticipations des membres de la Fed et globalement ce qu'avait annoncé la Fed lors de la dernière réunion de politique monétaire, c'est qu'elle attendait 3 hausses de taux donc en 2007 et 3 hausses de taux en 2018. C'est ce que disent également certains de leurs membres directement dans leurs dernières allocutions. En revanche, si on regarde en fait ce que pense le marché avec les calculs de l'agence Bloomberg, par exemple, sur les fonds fédéraux américains, en fait, la première hausse de taux n'est pas attendue avant le mois de juin. Et c'est vrai que les marchés en fait, sont toujours plus réticents que la politique monétaire dictée par la Fed. Donc pour l'instant, on en reste sur 3 hausses de taux. Quoi qu'il en soit, disons que naturellement, ça aura, si on veut dire d'un point de vue fondamental, en dehors de toute considération de timing, mais c'est vrai que normalement, ça c'est de nature en tout cas à renforcer le dollar par rapport à l'euro. Ouais, justement, j'allais proposer à Laurent de nous parler de l'euro-dollar avant de continuer avec le focus. Oui, alors l'euro-dollar, il me donne du mal, l'euro-dollar, parce qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'il veut aller, c'est assez indécis, et on va regarder ensemble ce qui se passe sur ce marché. Alors, comme d'habitude, première observation, on est dans un trend et le trend, il est baissier. Même si effectivement, on voit qu'il y a une stabilisation des prix depuis maintenant 15 jours, même si on voit que les vendeurs sont nettement moins puissants sur le marché, peut-être que c'est parce qu'ils débouclent leur position justement et que mécaniquement, ça fait rentrer des opérations d'achat sur l'euro-dollar, ou est-ce que c'est le dollar qui s'affaiblit, est-ce que c'est l'euro qui se renforce et des opérateurs qui pensent qu'un plancher a été trouvé et que par conséquent, ils redeviennent non. C'est très difficile, a priori, de savoir quelles sont les raisons exactes qui font que l'euro s'est stabilisé autour de cette zone à 1,04. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'a pas encore franchi quoi que ce soit. On est toujours à l'intérieur d'un canal descendant. L'oblique baissière qui joue le rôle potentiel de résistance n'a pas été dépassée. On a une moyenne mobile à 50 périodes qui avait relativement bien arbitré les sommets jusqu'à maintenant, qui n'a pas été dépassée. Et surtout, on a le dernier sommet dans la baisse qui est loin d'avoir été dépassé. Autrement dit, ce n'est que sur le franchissement, vous voyez, de ce niveau à 1,0870, 1,0880 qu'on pourrait vraiment avoir un retournement de cet euro face au dollar et avoir par conséquent une confirmation d'un rebond qui soit plus durable. Pour le moment, on est obligé, j'ai envie de dire, si on est discipliné, de rester dans la tendance baissière pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc c'est vrai que pour le moment, on n'est pas trop... on rebondit encore, mais ce n'est pas très puissant. Le rebond pourrait se prolonger, mais finalement, ce serait peut-être l'occasion, si l'euro retournait sur cette zone ici, regardez, à 1,08,
pour revendre la monnaie européenne face au dollar. Ça nous permettrait de le vendre près d'un niveau d'invalidation. Autrement dit, quels que soient les produits que vous traiterez, ils seront forcément peu chers avec des effets de levier importants. Donc vendeur sur l'euro-dollar, oui, mais tout de suite, pas forcément. Peut-être qu'il peut avoir un peu plus de jambes, cet euro face au dollar, et continuer son petit rebond dans la zone des 1,08. Donc pour ces raisons, j'ai toujours choisi un turbo infini, best put, c'est-à-dire un produit qui s'articule vers une continuation baissière de l'euro face au dollar, de code PZ08B, avec peut-être un timing un peu décalé dans le temps pour attendre la fin de ce rebond. Merci Laurent. Donc effectivement, un turbo infini best put PZ08B, donc qui, comme Laurent l'a précisé, vous permet de profiter en fait d'une baisse donc de la paire euro-dollar. Le prix d'exercice et la barrière désactivante sont égaux puisque c'est un infini best et se trouve à 1,0871, ce qui lui confère un effet de levier très important puisqu'il se trouve autour de 33. Ce produit était enfin disponible donc à l'achat à 30 centimes pièce ce matin lorsque la paire de devises cotait 1,0608 $. Nous pouvons reprendre donc le cours de ce focus avec, j'imagine, un mot sur Donald Trump. Oui, ben voilà, on passe à la politique. Et maintenant, grand rendez-vous politique de l'année, avec le tout prochain, c'est celui effectivement organisé pour la conférence de presse, la première de la part de Donald Trump. Ce sera demain, donc le 11. On va surveiller naturellement tout éventuel débordement de la part du fantasque président élu. Attention aux questions de journalistes. Plus officiellement, ce sera à l'entrée à la Maison-Blanche le 20 qu'on va surveiller, parce que c'est à partir de là que sera éventuellement donc mise en place la politique attendue de relance budgétaire de la part de Donald Trump aux États-Unis. C'est un autre élément qui effectivement pourrait être amené un peu plus tard à soutenir en tout cas le dollar par rapport à l'euro. On revient sur l'Europe, Pays-Bas, et l'élection législative, c'est prévu pour le 15 mars. Avec là, effectivement, c'est un pays important, parce que à surveiller donc le score des partis d'extrême et anti-Europe. Peut-être pas susceptible, en tout cas dans l'état actuel des choses, de prendre le pouvoir à eux seuls, car ils seraient obligés de construire une coalition, ce qui a priori n'est pas très facile dans le paysage politique néerlandais. Mais ce serait difficile, mais en tout cas à surveiller quand même le score, quoi qu'il en soit, du premier tour de ces partis extrêmes aux Pays-Bas. Et puis Royaume-Uni, c'est la suite logique avec déclenchement, donc là aussi c'est courant du mois de mars, déclenchement de l'article 50 ouvrant les négociations du Brexit. Ce sera donc au cours de ce mois de mars, on vient de le dire, à la fin du premier trimestre. Merci Denis. Nous savons maintenant donc, ce à quoi nous devons prêter attention donc, ce trimestre, et je vous propose de continuer donc, avec notre prochaine rubrique qui s'intéresse savoir sur quoi nous allons devoir nous pencher cette semaine qui vient, et donc c'est notre rubrique à ne pas manquer. Une semaine avec des chiffres et, comme l'a dit Denis, j'allais dire Laurent, l'attente de la première conférence de Donald Trump. Ben oui, vous avez vu donc l'ensemble de 2017 la semaine dernière, on a vu dans notre focus le premier trimestre, là on en vient à la semaine avec effectivement, vous le disiez, on en reparle une nouvelle fois, donc l'intervention, la première conférence de presse de Donald, il manque le petit D, Trump, demain, intervention aussi de James Bullard, c'est un gouverneur de la Fed de Saint-Louis, attention donc jeudi éventuellement, toujours à surveiller pour les commentaires. Deux statistiques aux États-Unis, vente au détail et confiance du consommateur selon l'Université du Michigan, ce sera vendredi. On reparle un petit peu de la Chine, effectivement, donc on va bientôt parler de la croissance annuelle, on table sur 6,7% de croissance, donc pour l'instant pas d'atterrissage brutal de l'économie en Chine. On sait quels dégâts ça peut faire sur les marchés d'actions quand il y a la moindre crainte sur cette zone économique importante du monde. On a eu ce matin des chiffres de l'inflation qui étaient globalement conformes, plus de 2,1%, c'est toujours légèrement supérieur à 2%. En revanche, des prix à la production qui étaient en hausse de 5,5%, c'est une première depuis 2011.
11. Pour l'instant, donc rien d'inquiétant. On va quand même surveiller la balance commerciale de décembre. Ce sera jeudi matin avant l'ouverture des marchés américains. Zone euro, pas grand chose à signaler, et d'ailleurs souvent c'est une étoile sur 3, parce que assez peu d'influence en tout cas des statistiques globalement européennes sur les tendances. Production industrielle de novembre, on signale quand même le PIB de l'Allemagne, c'est toujours important. Première estimation donc du 4e trimestre pour l'Allemagne, ce sera en fin de semaine. Merci. Donc c'était ce qui n'avait pas à manquer côté économie. Maintenant, quelles seront les entreprises ou les secteurs à suivre la semaine prochaine? Oui, alors on ne rentre pas encore dans le cœur du sujet des trimestriels. Il va encore falloir attendre la semaine d'après, voire la semaine suivante. En tout cas, quelques premières publications. Airbus, ce sont les ventes commerciales, autant dire, c'est le chiffre d'affaires, puisque c'est le nombre d'avions en eux-mêmes. Donc ça donne une indication, en tout cas, sur l'activité globale de l'avionneur européen. Airbus, donc, Mercialis, c'est une foncière, la publication du chiffre d'affaires annuel. Sodexo, c'est du décalé, puisque c'est une clôture en fait au 31 août. Donc là, c'est une publication du premier trimestre du nouvel exercice. Et puis Peugeot et Renault, alors pas encore les ventes pour les ventes automobiles, mais parce que effectivement ce sont des valeurs qui vont être dans l'actualité avec l'ouverture du grand salon automobile de Détroit, vous en connaissez, c'est l'un des grands salons qui se tient dans le monde. Il s'est ouvert donc lundi, c'est toujours l'occasion d'annonces commerciales ou innovation en tout cas actuellement. On sait très très bien qu'à tout salon, il faut surveiller ce qui s'y dit. Voilà pourquoi en tout cas Peugeot et Renault pourraient être susceptibles d'être dans l'actualité donc cette semaine. Et puis à l'international, on en parlait tout à l'heure, première publication effective cette fois aux États-Unis de trimestriel, Bank of America, JP Morgan et Wells Fargo, c'est prévu pour vendredi. Merci Laurent, vous avez décidé de nous parler de Peugeot. Effectivement, j'ai choisi Peugeot. J'aurais pu aussi choisir Renault, Faurecia, Volkswagen, Daimler, tout ça parce qu'on a finalement des valeurs dans le secteur de l'automobile qui surperforment, un secteur de l'automobile qui revient progressivement à la vie. Et par conséquent, j'ai choisi Peugeot parce qu'on a une très belle construction technique sur le titre. Regardez, à partir du mois de juillet, on a mis ce creux de moyen terme en place. On a assisté à un rebond important. Et puis après, vous le voyez, août, septembre, octobre, novembre, plus rien. Le titre a évolué de manière latérale jusqu'à ce début de décembre où on a eu une sortie haussière. Autrement dit, le rectangle était bel et bien derrière nous. Un titre qui a progressé et qui a reconsolidé derrière en prenant la forme d'un triangle ascendant. On a une moyenne mobile à 20 périodes, c'est-à-dire un mois de cotation qui vient accompagner et arbitrer les creux. Vous le voyez ici, cette moyenne mobile elle est haussière. On est sorti de ce triangle ascendant et maintenant on a Peugeot qui continue donc sa belle progression à l'instar d'ailleurs donc des autres constructeurs et des équipementiers. Alors sur Peugeot, j'ai choisi un Varan Call de code Z513B qui est donc un produit fait pour accompagner ce trend haussier. Mathieu. Merci. Donc un Varan Call Z513B sur l'action Peugeot que vous pouviez acquérir ce matin à 26 centimes pièce lorsque l'action cotait 16,65 €. Son prix d'exercice est à 18 et le produit a un delta proche de 33%, ce qui en fait un produit adapté. J'en profite pour vous rappeler que les Varan et Turbo s'échangent jusqu'à la veille de leur date d'échéance. Après, vous ne pouvez plus les échanger. Merci beaucoup Laurent et Denis pour cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. À bientôt.